Le 2 mai 1957, Frank Costello, chef de la famille du crime organisé Luciano, dîne avec des amis dans un restaurant au sud de Manhattan. Puis il prend un taxi pour rentrer chez lui au Majestic, dans un quartier chic de New York, le long de Central Park. Dès qu'il passe la porte du bâtiment, une imposante silhouette sort de l'ombre, brandit une arme et dit « Ceci est pour toi, Frank ». Cet assaut prémédité sur un baron de la mafia marque l'ascension d'un des plus dangereux gangsters des États-Unis, Vito Genovese. Vito Genovese n'était rien d'autre qu'un tueur compulsif. C'est sans doute le plus méprisable des gangsters qu'ait jamais connu cette ville. L'ascension de Genovese marque un tournant majeur dans l'histoire de la mafia. Et ses actions vont mobiliser tous les services du FBI sur la pègre. Une déclaration, monsieur Genovese? Est-ce vrai que vous êtes à la tête de la mafia dans ce pays? C'est faux. Vito Genovese arrive à New York de Naples à l'âge de 15 ans pour rejoindre les milliers d'autres immigrants italiens venus chercher fortune au début du siècle dernier. Genovese a grandi dans les quartiers pauvres de New York. Dès le début, il a baigné dans le milieu des gangs et de la violence urbaine. Et il ne changea jamais. Genovese était un pur produit de la rue de New York. Toujours impliqué dans un conflit. Sa seule façon de s'exprimer était de faire parler la poudre. Son casier nous apprend qu'en l'espace de 10 ans, Genovese sera accusé d'avoir tiré sur un homme dans le Queens, d'en avoir abattu un autre à Brooklyn, d'avoir circulé sur la voie publique avec une arme chargée à la ceinture et d'avoir tué un autre gangster. Pour donner un bon exemple de ce dont Vito Genovese était capable, il est tombé amoureux d'une femme du nom d'Anna, qui était déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Genovese et ses hommes ont jeté son mari du haut d'un toit de façon à pouvoir l'épouser, et ils se sont mariés. Tuer était un simple rituel pour lui. Il n'avait pas de scrupules. Cet appétit meurtrier ne passe pas inaperçu. À partir du milieu des années 20, Genovese travaille comme tueur à gages pour le plus puissant des parrains de la mafia, Charles Lucky Luciano. Vito Genovese est arrivé au sommet grâce à son pouvoir d'intimidation, et notamment grâce à Lucky Luciano. Lucky Luciano utilisait Vito Genovese pour intimider ses adversaires. Malgré ses airs de gentilhomme, Luciano avait souvent recours à des tueurs. Et un de ceux vers lesquels il se tournait le plus souvent était Vito Genovese. Dès 1931, Vito Genovese devient le premier bras droit de Lucky Luciano et est considéré comme le numéro 2. Il fait partie des hommes envoyés par Luciano pour tuer son rival, Giuseppe Masseria. Sa réputation est telle que Genovese se fait rapidement appeler Don Vito, le Seigneur Vito. Et en 1936, l'occasion se présente pour Genovese de prendre la place du chef, lorsque Luciano est reconnu coupable dans une affaire de prostitution.
et qu'il est condamné à 50 ans de prison. Quand Lucky fut condamné à cette longue peine de prison, Vito se considéra lui-même comme son héritier naturel. Mais tout ne se passe pas comme prévu. La justice en a aussi après Genovese. Vito Genovese a été inculpé dans une affaire de meurtre au début des années 30, mais il a réussi à être acquitté. La victime est un des gangsters de Genovese, s'étant visiblement montré trop gourmand lors d'une affaire de jeu truqué. Mais un informateur contacte la police et identifie Genovese comme l'homme ayant commandité ce meurtre. Alors qu'il se prépare à prendre le contrôle du clan des Luciano, Genovese est contraint de rentrer en Italie pour éviter un nouveau procès et la chaise électrique. Genovese n'étant plus là, c'est depuis la cellule de sa prison que Luciano fait nommer Frank Costello à la tête du clan. Tout comme Genovese, Frank Costello est né en Italie. Il a 4 ans lorsque ses parents viennent s'installer à East Harlem en 1900. Son père tient une épicerie et dès son plus jeune âge, Costello vit mal la pauvreté. Il ne supporte pas de voir son père se contenter d'aussi peu. Costello choisit donc l'appel de la rue plutôt que de travailler avec son père. Et il incorpore un des gangs les plus violents de New York. En 1915, Costello est arrêté et condamné à 1 an de prison pour port d'armes illicites. Mais cet événement va le transformer et faire de lui un homme très différent de Genovese. Après sa libération, Costello décide d'utiliser son cerveau plutôt que de faire parler la poudre. Les gens avec qui il travaillait prônaient davantage la violence, presque par définition. Mais il comprit que tous ces meurtres n'étaient pas bons pour les affaires. Il était tout l'inverse du tueur au gros bras. C'était un gentleman gangster. Il n'avait pas l'air d'un voyou. Il s'était spécialisé dans les machines à sous. Dans les années 30, Frank Costello est connu du milieu comme le roi du bandit manchot. Son business illégal de machines à sous lui rapporte $500 000 par jour. Il gagnait des millions. Il s'était bâti une réputation d'homme d'affaires prolifique. Suite au départ de Vito Genovese, Frank Costello devient très puissant. Il est désormais à la tête de la mafia new-yorkaise, la plus grande famille du crime organisé d'Amérique, avec plus de 400 soldats sous ses ordres. Costello remplace Luciano à la perfection et grâce à lui, son clan continue d'amasser des milliards. Loin de là, en Italie, Genovese tente de s'établir. Certaines sources disent qu'il aurait quitté les États-Unis en emportant $750 000 dans sa malle, et il risque de bientôt en avoir besoin. Benito Mussolini, chef du parti nationaliste fasciste italien, est farouchement opposé à la mafia sicilienne. Mais Genovese découvre rapidement que ce dernier est ouvert aux propositions. Genovese s'attira les faveurs de Mussolini grâce à son argent, en apportant des fonds à son parti fasciste. Et il réussit même à faire exécuter un contrat pour Mussolini à New York. Il y avait un journal américain qui critiquait Mussolini en permanence.
Il alla donc trouver Vito Genovese, qui rentra en contact avec ses tueurs de New York, et l'éditeur fut exécuté. En récompense de ses dons et pour les services rendus, Genovese est décoré par Mussolini. Mais Mussolini était également connu pour tuer les mafiosi, donc il n'était jamais vraiment tranquille. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Genovese y voit une nouvelle opportunité. Genovese était plutôt rusé. Il a travaillé pour les forces de l'Axe et pour les Alliés. Lorsque les Américains débarquent en Sicile en 1943, Mussolini est renversé. Genovese change donc rapidement de bord et devient interprète pour le gouvernement mis en place par l'armée américaine. L'armée pensait que Genovese leur faisait une faveur, mais en réalité, il faisait du marché noir. Il volait du matériel sur les bases américaines grâce à des officiers dont il graissait la patte et il le revendait sur le marché noir italien. Malgré son succès en Sicile, Genovese est toujours recherché pour meurtre dans l'affaire des cartes truquées et la police de New York a de nouveaux éléments contre lui. Un certain Peter Latampa a pris contact avec la police, affirmant avoir entendu Genovese organiser ce meurtre. Il est mis sous protection policière comme principal témoin à charge contre Genovese. Les autorités américaines finissent par mettre la main sur Genovese à Naples en août 1944. Accusé de meurtre, Genovese est ramené à New York. Mais il n'a pas l'intention de se laisser condamner. Le 16 janvier 1945, Peter Latampa se plaint de souffrir de calculs rénaux. Son gardien lui donne des antidouleurs. Deux heures plus tard, il est retrouvé mort. L'autopsie révélera qu'il avait avalé suffisamment de sédatifs pour venir à bout de 8 chevaux. Suite au décès de Latampa, aucune charge n'est retenue contre Genovese. Le juge lui dit « Je ne peux pas parler à la place du jury, mais je suppose que si nous avions eu la moindre preuve contre vous, vous auriez fini sur la chaise électrique. De manière insidieuse, vous parvenez encore à échapper à la justice. » Genovese est acquitté. Vito Genovese est de retour sur le terrain, mais ce n'est pas lui le chef. Le grand patron est son ancien rival, Frank Costello, au sommet de la vague. Frank Costello ne souhaitait pas ressembler à un gangster. Il cherchait davantage à passer pour un homme d'affaires, voire quelquefois un aristocrate. Il fréquente des politiques haut placés, des journalistes, des écrivains, des juges, des policiers et des élus locaux. Grâce à ses relations, Costello devient aux yeux de tous le parrain capable d'établir le lien entre le monde légitime et la pègre. Il est même nommé vice-président de l'armée du salut. Genovese n'est plus qu'un simple spectateur, vu l'importance de Costello sur la scène new-yorkaise. Genovese avait peur de l'intelligence de Costello. Il savait que Costello pouvait obtenir par les mots ce que lui-même ne pouvait obtenir que par les armes. Et ça le rendait jaloux. Frank Costello est si puissant que pour qu'un juge soit nommé,
il doit d'abord recevoir son approbation. Il ne connaissait pas seulement les juges, les procureurs ou les politiciens. Il les achetait. Les candidats démocrates au poste de maire allaient le voir et ils se découvraient devant lui pour lui demander sa bénédiction. C'était un inconditionnel de la corruption. Quand la mafia prend le pouvoir politico-judiciaire, quand elle décide des lois qui doivent être votées ou qu'elle intervient dans les décisions de justice, c'est là qu'on est en danger. Même si Frank Costello s'habillait de façon élégante et qu'il passait pour quelqu'un de civilisé, ce fut l'un des plus dangereux mafiosi de toute l'histoire des États-Unis. Costello est surnommé le Premier ministre. Ce titre lui a été donné par les médias. Ils ont fait de Frank Costello le Winston Churchill du crime organisé. Ça ne veut pas dire qu'il était le chef absolu. Personne ne l'était. Mais tel un Premier ministre dans la plupart des pays, il était le premier parmi ses semblables, et parfois même plus important que certains. Genovese semble totalement hors du coup, mais il réalise que Costello est en train de commettre une grossière erreur. Il ne s'occupe que des personnes qui sont en haut de l'échelle et ignore ceux qui sont en bas. Frank Costello négligeait ses troupes. Il ne pensait qu'à lui et à ses capos. Capo signifiant capitaine en italien. Les membres de son gang qui lui étaient fidèles se plaignaient. Ils se sentaient délaissés, car Costello ne faisait rien pour eux. Pour Genovese, cette baisse de popularité est l'occasion idéale d'ébranler le pouvoir de Costello. Tous les gangsters et les tueurs de son clan voyaient Genovese comme un vrai caïd, tandis que Costello, lui, était beaucoup plus loin du terrain. Vito Genovese n'avait jamais oublié qu'il était un criminel, ce qui n'était pas le cas de Frank Costello. Costello commençait à croire au personnage qu'il avait lui-même créé. Tout le monde savait que Genovese voulait la place de Frank. Mais ce n'était pas possible. Les autres parrains s'y seraient opposés vu le statut de Frank. Il avait des relations alors que Genovese n'en avait pas. Il a donc cherché à montrer qu'il était puissant et que ses raquettes rapportaient de l'argent. Il avait de l'argent, des hommes et notamment des tueurs en cas de coup dur. Genovese guette désormais le moindre faux pas de la part de Costello. Et cela ne se fait pas attendre. En 1950, un sénateur démocrate ambitieux du Tennessee, du nom d'Estes Kefauver, dirige une commission chargée d'enquêter sur le crime organisé aux États-Unis. Il appelle à témoigner plus de 600 gangsters, figures de la pègre, politiciens et policiers. L'événement captive tout le pays et fait la une de tous les médias. Je me souviens avoir suivi l'enquête de Kefauver quand j'étais vraiment très jeune. Et ce fut une véritable révélation pour moi. Jurez-vous de dire la vérité? Je le jure. C'est là qu'on a commencé à s'apercevoir qu'il existait un véritable réseau de criminels très organisés, bien implantés dans leur secteur et qui contrôlaient la majeure partie des activités criminelles de ce pays. La plupart refusent de s'exprimer, mais pas Frank Costello. Il accepte de répondre à certaines questions. Il pensait rester au banc des témoins et passer pour un gentleman, un véritable homme d'affaires. Il pensait que son attitude et sa tenue vestimentaire l'empêcheraient de passer pour un truand. Soupçonné d'être le plus influent des leaders de la mafia américaine, Costello devient la star du procès. Mais il fait une erreur stratégique. À la surprise générale, il demande à ce que son visage ne soit pas montré à la télévision et la commission ordonne aux chaînes de respecter sa requête. La télévision n'est pas autorisée à filmer M. Costello.
La seule option restante pour les équipes de télé est de filmer ses mains. La retransmission du témoignage de Costello sera d'ailleurs surnommée le ballet des mains. Quand les questions sur ses activités criminelles deviennent trop gênantes ou déstabilisantes, Costello se frotte les paumes, serre les doigts, attrape son verre d'eau, tapote sur la table en face de lui ou déchire une feuille de papier. Et si la télévision n'est pas autorisée à filmer son visage, le journal cinématographique et la presse écrite ne souffrent pas de la même restriction. Monsieur Costello accepte de faire une photo pour la presse. Monsieur Costello, comme on dit au petit garçon chez le photographe, un petit sourire? Ce pays a-t-il répondu à vos attentes? Qu'avez-vous fait pour le servir comme un bon citoyen? Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par là. Eh bien, si vous remontez jusqu'au jour où vous êtes devenu citoyen américain, il y a une vingtaine d'années, il y a forcément des choses que vous avez faites en tant que bon citoyen américain. Et si c'est le cas, quelles sont-elles? Payer des impôts. Payer des impôts, c'était sa réponse. Pour lui, c'était suffisant. Il ne s'était pas engagé dans l'armée pour servir son pays. Il payait des impôts. Tout le monde paye des impôts et travaille pour son pays. Mais la télévision en avait fait une véritable star. Ridiculisé et humilié, Costello refuse de répondre à davantage de questions et présente un certificat de son médecin. Voici le certificat fait par le docteur qui a examiné M. Costello ce matin. D'accord. Je ne suis plus en mesure de témoigner davantage jusqu'à ce que j'aille mieux. Vous refusez de poursuivre ce témoignage? Absolument. Lorsque je témoigne, je tiens à dire la vérité. Et je n'ai pas toutes mes facultés. La réputation de Costello est détruite par les médias. Et suite à la commission Kefauver, il est désormais dans le collimateur de la justice américaine. Suite à son échec devant la commission Kefauver, tout le monde lui est tombé dessus. Il a été accusé de fraude fiscale et il a été condamné. On lui a aussi reproché d'avoir menti au gouvernement. Quand vous êtes le Premier ministre, l'homme capable de faire des miracles et que tout d'un coup vous tombez de votre piédestal, c'est la tête la première. Vous n'êtes plus le Premier ministre. Frank Costello a payé cher sa médiatisation. En apparaissant à la télévision devant la commission Kefauver, il signe à la fin de sa carrière. Ce fut également le début de la fin pour toute la mafia. Et ça a duré pendant des années. Frank Costello était le premier d'une longue liste, car son cas attira l'attention du grand public sur les activités de la pègre. Mais la chute de Costello est une bonne nouvelle pour un gangster. Vito Genovese, prêt à sauter sur l'occasion. Il chercha d'abord à affaiblir Costello en éliminant ses hommes de main. Le premier de la liste est l'un des meilleurs hommes de Costello. William Willie Moore Moretti. Après avoir grandi avec Costello dans East Harlem, Moretti est devenu l'un des racketteurs les plus craints du New Jersey avec sa propre armée de 60 hommes. Il est un des appuis majeurs de Costello. Mais cette exécution n'a rien de professionnel, c'est purement personnel. Moretti est le bras droit de Costello, le numéro 2. Cela signifie que Genovese n'est plus que le chef de sa propre équipe. Genovese a bien choisi sa cible. Moretti souffre de syphilis à un stade avancé qui commence à toucher son cerveau.
Cela est d'autant plus inquiétant qu'il ne contrôle plus ce qu'il dit et la pègre a peur qu'il ne parle à la presse. Genovese profite de la situation. Vu l'état de santé de Moretti, il s'adresse à la commission de la mafia, dirigée par les parrains de chaque clan, et leur demande la permission de l'euthanasier. La commission a été mise en place par Lucky Luciano en 1931 pour régler les problèmes internes de la mafia de façon démocratique. Elle fonctionne selon des règles très strictes. Aucun parrain ne peut être abattu sans l'accord de la commission. Et Genovese reçoit le feu vert. L'exécution a lieu le 5 octobre 1951 en fin de matinée, vers l'heure du déjeuner pour des millions de New-Yorkais. Genovese vient clairement de faire comprendre à Costello que c'est après lui qu'il en a, et Costello n'est pas en position de riposter. Il est aux prises avec les autorités américaines entre une affaire d'outrage et des problèmes avec le fisc. Durant les 6 années suivantes, Costello fait des allers-retours en prison. Quand il est libéré sous caution en mars 1957, Genovese se décide enfin à passer à l'action. Genovese a demandé à maintes reprises l'autorisation de tuer Costello à la commission. Mais la commission refuse. Et Genovese décide de tuer Costello malgré tout. Genovese étudie toutes les habitudes de Costello. À 66 ans, ce dernier se déplace en taxi ou bien arpente les rues de la ville à pied comme à son habitude, sans garde du corps ni voiture blindée. Cela fait de lui une cible. Les autres parrains se déplaçaient avec une armée de gardes du corps, mais Costello disait que lorsqu'on cherchait à vous tuer, c'étaient les premiers à vous trahir. Genovese confia le contrat à Vincent Gigante, un ancien boxeur professionnel qui travaillait pour lui comme chauffeur. C'était un véritable gangster. Il tuait pour un oui ou pour un non. C'était le portrait craché de Genovese. Et c'est ce qui plaisait à Genovese. C'était un tueur sans merci. Le soir du 2 mai 1957, Frank Costello dîne avec des amis dans un restaurant du sud de Manhattan. Puis il prend un taxi pour rejoindre son appartement. Costello vivait dans une résidence de luxe avec vue sur Central Park, qui s'appelait le Majestic. Costello était très décontracté, même s'il savait que Genovese lui tournait autour. Et un soir, en rentrant chez lui, il est tombé sur Gigante, qui l'attendait derrière la porte. Gigante brandit son arme et dit « Ceci est pour toi, Frank ». À son arrivée à l'hôpital, Costello est couvert de sang. Mais la balle n'a fait qu'effleurer son crâne. Un des meilleurs hommes de Genovese, Joe Valachi, observera plus tard que Gigante venait de ruiner tout un mois de préparation.
Tout le monde se demandait si Gigante avait volontairement raté Costello ou s'il avait simplement fait preuve d'incompétence. Je choisis la dernière. Il l'a raté. Mais dans le milieu, lorsqu'on manque sa cible, on n'a pas le droit à un deuxième essai. Le portier du Majestic identifie Gigante comme l'homme ayant tiré sur Costello. Gigante se rend rapidement à la police et comparaît pour tentative de meurtre. La situation est risquée pour Genovese. Si Costello confirme l'identité de Gigante, la police remontera jusqu'à lui. Mais au procès, Costello respecte la règle de la mafia, l'omerta, la loi du silence. Et il dit au jury qu'il ne reconnaît pas Gigante. Gigante est acquitté et en quittant le tribunal, il s'approche de Costello en lui prenant la main et lui dit « Merci, Frank ». Genovese sait que Costello vivant représente une menace pour lui. Et on l'informe que ce dernier a récemment pris contact avec le seigneur de la Murder Incorporated, Albert Anastasia. Les armes, les pics à glace et les cordes de strangulation font partie de son fonds de commerce. C'était une brute épaisse, tout le contraire de Costello avec lequel il était très ami. Et si quelqu'un s'en était pris à Costello de son vivant, cela aurait provoqué une riposte de la part d'Anastasia. Genovese décide d'attaquer le premier. Le problème est d'atteindre Anastasia. Il vit dans un manoir du New Jersey, gardé par des chiens féroces et des barbelés, et il ne se déplace jamais sans garde du corps. Genovese a besoin d'un contact de l'intérieur, et il s'adresse à Carlo Gambino, un des hommes d'Anastasia particulièrement ambitieux qu'il réussit à convaincre de leur intérêt commun dans la mort de son chef. Le matin du 25 octobre 1957, à 10h15, Albert Anastasia entre dans un salon de coiffure du centre de Manhattan. Son garde du corps est allé se garer dans un parking souterrain, puis est parti marcher. Anastasia ferme les yeux et s'installe confortablement au fond du fauteuil. Quand deux hommes en costume arrivent derrière lui, le visage masqué par des foulards. Anastasia est littéralement éjectée du fauteuil. Après être passé à l'action, Genovese annonce immédiatement son ascension à la tête du clan. Et il s'adresse directement à son ancien rival, Frank Costello. Costello savait ce que ça voulait dire. Il avait fait son temps, c'était la fin de son règne. Et s'il ne se résignait pas à abdiquer, il se ferait descendre. Genovese dépossède Costello de toutes ses parts dans les casinos de Las Vegas, de Floride, des Caraïbes et de New York. Il autorise Costello à rester en vie à la seule condition qu'il quitte définitivement la ville ainsi que le milieu du racket. Costello a écrit à Genovese « Don Vito, tout est à toi, c'est toi le patron ». Genovese a réussi. Il dirige désormais la plus grande famille de la mafia new-yorkaise.
Mais il s'expose à de gros ennuis. Aveuglé par une ambition sans borne, il ordonne le meurtre de 2 autres parrains de la mafia sans l'accord de sa hiérarchie, la commission. Et il se livre à une autre activité que certains membres de la commission réprouvent. Genovese s'est livré à maintes reprises au trafic de drogue. Genovese a toujours pensé que le trafic de stupéfiants était une occasion en or. Il se livrait au trafic de drogue avec le clan des Luciano. Mais le gouvernement vient de renforcer la législation sur les stupéfiants et beaucoup de parrains ont peur des éventuelles retombées. Le trafic de drogue était très risqué. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous faisiez prendre en train de trafiquer, vous risquiez de passer de longues années en prison et de finir comme un rat. Les peines allaient jusqu'à 30 ans de prison. Il pensait qu'en se tenant à l'écart des stupéfiants, il pourrait éviter la prison. Les chefs de la mafia craignent désormais que Genovese ne soit devenu un élément incontrôlable qui ne respecte plus les règles. Et ils craignent aussi que son trafic de drogue attire l'attention du FBI sur toute la pègre. Pour sauver sa peau, Genovese demande à la commission de se réunir afin de s'expliquer sur ses récentes actions à New York. La commission n'était pas censée organiser une nouvelle convention nationale qui, normalement, avait lieu tous les 5 ans, avant encore 4 ans. Mais Genovese insista pour que tous les parrains des autres clans, et notamment ceux de New York, se rassemblent pour parler des changements importants qui avaient eu lieu à New York. Et il voulait que tout le monde sache qu'il était le nouveau parrain. Alors ils ont choisi le même endroit que l'année précédente pour leur convention nationale, c'est-à-dire un petit hameau au nord de l'État de New York du nom d'Apalachin. Cette réunion sera la plus grande erreur de parcours de Vito Genovese. Le 14 novembre 1957, plus de 60 parrains de la mafia, entourés de leurs conseillers et de leurs gardes du corps, sont venus de Cuba, d'Italie et des 4 coins des États-Unis pour se rendre dans une charmante demeure sur les hauteurs d'un petit village du nom d'Apalachin. À 250 km au nord-ouest de New York et loin des regards indiscrets des flics de la ville. Apalachin est le fief du parrain Joseph Barbara. Parmi ses invités se trouvent les membres les plus puissants de la mafia, comme Joe Bonanno, Carmine Galante, Sam Giancana et Joe Profaci. Et au bout de la table, Don Vito Genovese. Apalachin était la réunion des plus grands gangsters de tout le pays. Il faut savoir que la mafia telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'elle a été formée en 1931 était contrôlée à 100% par les 5 familles de New York. Toutes les autres villes dépendaient des décisions qui étaient prises à New York. Mais le sergent Edgar Croswell, inspecteur de la police locale de l'État de New York, surveille les événements. La police locale trouvait suspect de voir débarquer, dans cette ferme à la campagne, toutes ces voitures par dizaines, et tous ces hommes en costume. Les soupçons de Croswell sont mis en éveil lorsqu'il s'aperçoit que Joseph Barbara a réservé l'hôtel du coin. Et un commerçant lui indique aussi que Barbara vient de commander 10 kilos de steak, 10 kilos de côtelettes de veau et 7 kilos de charcuterie. Croswell surveille Barbara de près, car il sait que ce dernier est relié à la mafia. Il demande du renfort. Il nous a appelés pour nous demander d'envoyer le plus d'hommes possible à Apalachin, parce qu'il était sur un coup. Croswell ordonne à ses troupes d'encercler la maison.
On était en présence de plusieurs personnes suspectées d'appartenir à la pègre. Et on allait les cueillir. Quand les invités apprennent la nouvelle, c'est la panique totale. Certains courent vers leur voiture, tandis que d'autres tentent de fuir à travers les bois en déchirant leurs costumes en soie. Croswell envoie ses hommes à leur trousse. On a aperçu un homme sur la terrasse d'une maison voisine, mais il portait un grand chapeau et il avait aussi un joli manteau avec un col en fourrure. On a tout de suite compris qu'il n'était pas d'ici. On l'a donc interpellé et on l'a embarqué avec les autres. Croswell et ses hommes parviennent à interpeller 60 membres de la mafia, dont les parrains de New York, Profaci, Bonanno, Galante et Gambino. Ils avaient tous la même excuse. Ils disaient que Joseph Barbara était malade et qu'ils étaient simplement venus le voir pour lui témoigner leur respect. De toute évidence, il s'agissait d'une convention de gangsters italiens, siciliens et américains. Ça n'avait rien d'une visite de courtoisie auprès d'un ami malade. Personne ne pouvait avaler ça. Selon les autorités, une cinquantaine de personnes seraient parvenues à s'échapper, dont le parrain de Chicago, Sam Giancana. Apalakhin est la plus importante réunion de gangsters jamais interrompue par la police. Et la mafia décide de ne plus organiser de réunions de cette taille. Loin du triomphe espéré par Genovese, en annonçant son ascension à la tête du clan Luciano devant la commission, ce dernier vient de tous les exposer aux autorités. Suite à la descente d'Apalakhin, un grand jury fédéral condamne 20 membres de la mafia pour association de malfaiteurs, faux témoignages et entrave à la justice pour des peines de prison comprises entre 3 et 5 ans. Mais les condamnations sont finalement annulées par la cour d'appel, faute de preuves suffisantes. Mais le mal est fait. Genovese vient de réveiller un géant. Le FBI. Ici le FBI. Vous êtes encerclés. Sortez d'ici les mains en l'air. Cela fait l'effet d'une bombe. Pour moi, l'affaire d'Apalakhin, la réunion de tous les parrains de la mafia au même endroit, a vraiment éveillé les consciences du public et aussi du FBI sur l'étendue de ce problème. Jusque-là, John Edgar Hoover, le directeur du FBI, refuse d'admettre l'existence du crime organisé aux États-Unis. Il a même écrit « Il n'y a pas de crime organisé dans ce pays, ni de mafia, et l'existence d'un syndicat du crime est une légende urbaine. » Tout d'un coup, tout ce qu'ils avaient pu dire sur le fait qu'il n'y avait pas d'organisation nationale et que la criminalité était principalement locale et qu'elle était donc l'affaire de la police locale, tout ça ne tenait plus debout. Ils étaient si arrogants, si audacieux et si puissants qu'ils se permettaient d'organiser des réunions comme n'importe quelle grande entreprise légitime pour traiter les problèmes internes à leur organisation. Ils décidaient ensemble de ce qu'ils souhaitaient faire, comme une entreprise légale. C'est ce qui marqua les esprits du public dans cette affaire, et notamment le FBI. Le FBI fut mis devant le fait accompli. À ce moment-là, il était évident qu'ils avaient eu un rôle à jouer et qu'ils avaient été absents de la scène. Mais les choses changent suite aux événements d'Apalakhin. Le FBI passe enfin à l'action.
John Edgar Hoover ordonne immédiatement un rapport visant à confirmer l'existence de la mafia. Ce rapport dit « Au vu des évidences dont on dispose, il est aujourd'hui impossible de nier l'existence d'une telle organisation, plus connue sous le nom de mafia, et qui est un fléau depuis plusieurs générations pour les honnêtes citoyens de Sicile, d'Italie et des États-Unis. » Suite à la réunion d'Apalakhin, la collecte d'informations autour du crime organisé prit une place plus importante dans les activités du FBI. La plupart des enquêtes étaient des enquêtes de renseignement. On voulait savoir qui ils étaient et dans quel genre d'affaires ils trempaient. En conséquence directe de l'affaire d'Apalakhin, le Bureau fédéral des narcotiques est chargé de surveiller Vito Genovese et son trafic de stupéfiants. Que pouvez-vous nous dire au sujet du gouvernement qui vous accuse d'être le numéro 1 d'un trafic de drogue? Ces accusations sont absolument ridicules. Et vous ne connaissez personne pouvant être impliqué dans ce trafic? Pas du tout. Le 17 avril 1959, l'homme acquitté dans une affaire de meurtre il y a plusieurs années est enfin reconnu coupable par le tribunal fédéral de Manhattan. Don Vito Genovese est condamné à $20 000 d'amende et à 15 ans de prison pour avoir orchestré un trafic international de stupéfiants en introduisant de l'héroïne et de la cocaïne aux États-Unis. Il ne faut surtout pas sous-estimer la menace que Vito Genovese a laissée derrière lui, même après son départ. On peut dire qu'il a vraiment fait partie des acteurs clés dans l'introduction de fléaux tels que l'héroïne aux États-Unis. Sans lui, cela ne serait peut-être jamais arrivé. Il a ouvert de nouvelles perspectives à la mafia qui s'est chargée de répandre la drogue au cœur des grandes villes d'Amérique telles que New York ou Chicago. Ce fut le début d'un engouement massif pour les stupéfiants, telle une épidémie qui touchait tout le pays. Et une des personnes en partie responsables de ça était Don Vito Genovese. Vito Genovese continue de régner en maître absolu sur son organisation depuis la cellule de sa prison. C'est là-bas qu'il meurt le 14 février 1969 des suites d'une crise cardiaque. Il laisse derrière lui la plus puissante des organisations criminelles d'Amérique, qui porte encore son nom aujourd'hui. Le clan des Genovese continue d'amasser des millions grâce à ses activités criminelles. Mais son passage restera lourd de conséquences pour la pègre. Genovese a attiré l'attention du FBI sur la mafia. Les événements d'Apalakhin marqueront le début d'une violente répression contre le crime organisé aux États-Unis.